Bienvenue dans les actualités importantes d'Afghanistan et du monde, ce mercredi 9 juillet 2025. La Cour pénale internationale, CPI, a émis des mandats d'arrêt contre Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans, et Abdul Hakim Haqqani, le président de la Cour suprême du groupe, pour avoir commis des crimes contre l'humanité sous la forme de persécutions fondées sur le genre et des motifs politiques. D'autre part, les talibans, en réaction à cette décision, déclarent qu'ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et que cette affaire n'a aucun impact sur leur position. Restez avec nous pour un reportage exclusif sur ce sujet. La Cour pénale internationale, la CTI, annonce que des mandats d'arrêt ont été émis contre Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans, et Abdul Hakim Haqqani, leur chef de la justice, pour crimes contre l'humanité, notamment pour persécutions fondées sur le genre et des motifs politiques. Dans un communiqué de presse publié le 36 juillet, B8, la CPI a accusé ces deux individus d'avoir commis des crimes contre l'humanité, en particulier des persécutions fondées sur le genre, soit directement, soit en donnant des ordres. La Cour a déclaré que, selon l'article 7 du Statut de Rome, la persécution systématique des femmes, des filles et d'autres personnes pour des raisons de genre et de motifs politiques est considérée comme un crime contre l'humanité. Il est également précisé que ces actes de persécution ont été commis depuis l'arrivée au pouvoir des talibans le 15 août 2021 contre les filles, les femmes et d'autres personnes qui ne se conformaient pas aux politiques de genre des talibans, ainsi que contre celles et ceux considérés comme des soutiens des filles et des femmes. Dans un communiqué, la Cour pénale internationale a déclaré que les talibans ont mis en place une politique d'État qui a entraîné de graves violations des droits et libertés fondamentaux des civils, notamment des actes tels que le meurtre, l'emprisonnement, la torture, le viol et les disparitions forcées. La CPI a ajouté que, bien que les talibans aient imposé des restrictions de manière générale, des femmes et les filles ont été spécifiquement visées en raison de leur genre. Ces restrictions incluent la privation systématique du droit à l'éducation, à la liberté de mouvement, d'expression, de croyances religieuses et à la vie privée. Shahrzad Akbar, directrice de l'Organisation de défense des droits humains Rawadari, a salué la délivrance de ce mandat, le qualifiant d'événement historique et important. Elle affirme que ce mandat envoie également un message clair à ceux qui tentent de normaliser les relations avec les talibans. Ce mandat d'arrêt est quelque chose que les femmes afghanes attendaient depuis longtemps. Le mandat d'arrêt repose sur un crime contre l'humanité, en particulier la persécution fondée sur le genre. C'est aussi historique dans le sens où, en utilisant cette partie du Statut de Rome, un mandat d'arrêt est délivré sur la base d'un crime qui vise spécifiquement les femmes et les filles. Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ce mandat ne soit réellement appliqué. Zabihullah Mujahid, le porte-parole du gouvernement taliban, a déclaré, en réponse à la délivrance des mandats d'arrêt contre ces deux responsables talibans, qu'ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et a souligné que leurs dirigeants ont instauré la justice en Afghanistan conformément à la charia islamique. Dans une partie du message audio qu'il a envoyé aux médias, il a déclaré ce qui suit. De telles annonces et ces allégations sans fondement n'auront absolument aucun impact sur la position ferme et légitime de l'Émirat islamique. Nous ne reconnaissons aucune institution portant le nom de Cour internationale et nous n'avons aucune obligation envers elle. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé de sévères restrictions aux femmes et aux filles, notamment en interdisant l'éducation des filles au-delà de la 6e année et en empêchant les femmes de travailler dans la plupart des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Auparavant, Karim Khan, le procureur en chef de la Cour pénale internationale, a demandé à cette Cour en janvier de cette année d'émettre des mandats d'arrêt contre Mullah Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans, et Abdul Hakim Haqqani, leur chef de la justice. Le Chili, le Costa Rica, l'Espagne, la France, le Luxembourg et le Mexique ont, à la fin de l'année dernière, saisi la Cour pénale internationale, CPI, du dossier des violations des droits des femmes par les talibans, en tenant compte de la détérioration des conditions et de la situation critique des femmes et des filles en Afghanistan, et ont demandé au procureur de cette Cour de se concentrer sur les violations continues et systématiques des droits des femmes afghanes. Les Nations unies ont annoncé que, depuis le début de cette année, et sous la pression du gouvernement iranien, plus de 1,2 million de migrants afghans ont quitté le pays. Et il est dit qu'environ la moitié de ces personnes ont été expulsées de force d'Iran. Par ailleurs,
les migrants afghans en Iran se sont plaints de leur traitement, affirmant que non seulement la police, mais aussi les citoyens ordinaires les maltraitent en Iran. Restez avec nous pour un reportage exclusif sur ce sujet. Il est l'un des migrants afghans vivant à Téhéran, responsable de subvenir aux besoins de sa famille de 5 personnes, et il dit être venu en Iran il y a 4 ans à la recherche de travail. Il affirme que ces dernières semaines, en plus des mauvais traitements infligés par la police, le comportement inapproprié et violent de certains citoyens iraniens envers les migrants afghans s'est également intensifié. Lui, qui n'a pas souhaité que son nom soit mentionné dans le reportage en raison de la sensibilité du sujet et qui a accepté de parler uniquement si sa voix était modifiée, a déclaré qu'en plus des insultes, de l'humiliation et des agressions verbales, les cas de migrants afghans battus ont également augmenté. Moi-même, j'ai vu des gamins à Téhéran. Il y avait une vingtaine de personnes qui s'étaient jetées sur lui. Ils étaient en train de tabasser ce pauvre gars. Et une fois que la bagarre a commencé, même les commerçants, les passants dans la rue et ceux assis dans les cafés, tout le monde s'est approché de toi. Ils étaient en train de frapper le pauvre Afghan. La maltraitance est telle que, pendant 10 jours, les voyageurs qui se trouvent en Iran peuvent même ne pas réussir à trouver du pain. Par ailleurs, certains Afghans récemment rentrés d'Iran en Afghanistan se souviennent aussi de mauvaises rencontres et de souvenirs amers. Mohammad Fawad, un habitant de Hérat qui est rentré d'Iran en Afghanistan avec sa famille il y a 4 jours, a parlé de la violence et du comportement inapproprié de certains citoyens iraniens envers les migrants afghans. Ils viennent, prétendent être des policiers, montrent une carte et nous forcent à sortir. Nous sommes la police. Ils prennent notre argent et, sous ce prétexte, ils s'emparent de nos sacs, de nos vêtements, de tout. Ils te poignardent 2 fois avec un couteau et te laissent partir. Personnellement, j'ai vécu beaucoup d'injustices. Ils harcèlent nos mères, nos sœurs, nos épouses. Mon propriétaire a pris 100 millions. Il m'a donné un papier pour 150 millions. Il a dit, fais ce que tu veux. Tu es libre. Qui est lui-même retourné en Afghanistan par peur d'être arrêté et expulsé après l'expiration de sa carte de recensement, dit que les migrants afghans rencontrent de nombreux problèmes même sur la route menant à la frontière d'Islamkala. Selon ces migrants, la violence et les mauvais traitements envers les migrants afghans en Iran se sont intensifiés après que certains responsables iraniens ont accusé des citoyens afghans d'espionnage à la suite des affrontements de 12 jours avec Israël. À la suite de ces accusations, des rapports et des vidéos montrant le traitement brutal des migrants afghans, en particulier des passages à tabac et des humiliations, ont été partagés par des utilisateurs sur les réseaux sociaux comme Instagram et X, anciennement Twitter, suscitant de vives réactions. Parallèlement, plusieurs défenseurs des droits humains ont fermement condamné ce comportement insultant et ces mauvais traitements infligés par la police et certains citoyens iraniens aux migrants afghans, estimant que cela va à l'encontre des lois sur les droits de l'homme et de la dignité humaine. Safia Arefi, l'une des militantes, a déclaré « Harcèlement et torture. C'est inhumain. La dignité humaine des réfugiés est piétinée. C'est totalement contraire aux lois sur les droits de l'homme. Les organisations de soutien aux réfugiés doivent prendre position contre le gouvernement et le peuple iranien afin que de telles violences et comportements honteux puissent cesser. » Ces préoccupations sont soulevées alors que la date limite pour les détenteurs de cartes de recensement afghanes en Iran a pris fin dimanche, le 15 du mois. Auparavant, l'Iran avait également intensifié l'expulsion des migrants afghans du pays à un niveau sans précédent. Selon l'agence France-Presse, citant l'Organisation internationale pour les migrations, du 1er juin au 5 juillet, 450 000 personnes sont revenues d'Iran en Afghanistan. Cela intervient alors qu'après le retour au pouvoir des talibans il y a près de 4 ans, un certain nombre d'Afghans se sont rendus en Iran, invoquant des menaces à la sécurité et le manque d'opportunités d'emploi comme raison. Les organisations internationales ont averti que le retour des migrants dans l'Afghanistan sous contrôle des talibans les expose à la pauvreté, au manque de services de base et au risque de persécution politique. Le mari de Zulali Hashmi, la chanteuse afghane, affirme qu'après plus d'1 mois depuis la disparition de sa femme, il n'y a toujours aucune information sur son sort. Cependant, Abdul Matin Khan, porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement taliban, a affirmé que Zulali Hashmi avait quitté son domicile à cause de violences conjugales de la part de son mari et que, depuis lors, sa localisation reste inconnue.
Restez avec nous pour un reportage exclusif sur cette affaire. Syed Mohsin Hashmi est le mari de Zulali Hashmi, la chanteuse afghane portée disparue à Kaboul depuis un certain temps déjà. Exprimant son inquiétude face à l'absence prolongée de nouvelles de sa femme, il appelle les agences compétentes du gouvernement taliban à prendre des mesures sérieuses pour clarifier le sort de Zulali Hashmi. Monsieur Hashmi affirme que le gouvernement taliban a ignoré sa demande et n'a apporté aucune coopération efficace dans la recherche de sa femme. Il a déclaré qu'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la disparition de sa femme et qu'il n'y a toujours aucune information sur son sort. Il n'y a absolument eu aucune coopération jusqu'à présent. Cela fait 40 jours depuis ce jour, depuis sa disparition, et nous avons perdu tout espoir. Le ministère de l'Intérieur de ce gouvernement n'a pas du tout coopéré, même pas assez pour entendre ma voix. Ils ne m'ont pas rencontré en personne, ni même appelé. Je veux qu'ils enquêtent sur les personnes que je soupçonne. Cela fait maintenant 40 jours et chaque jour nous espérons qu'un responsable nous appellera, qu'il y aura une avancée. Mais il n'y a aucune chance qu'il nous contacte. Elle dit que jusqu'à présent, une seule fois, et encore après beaucoup d'efforts, Khalid Zadran, le porte-parole du commandement de la sécurité de Kaboul des talibans, l'a informé qu'il n'y avait aucune information concernant Zulala Hashmi et que si des informations étaient trouvées, elles lui seraient communiquées. Mais Abdul Matin Khan, porte-parole du ministère de l'Intérieur des talibans, a affirmé que Zulala Hashmi avait quitté son domicile à cause de violences conjugales de la part de son mari et que, depuis, on ignore où elle se trouve. Il a déclaré: D'après mes informations et connaissances, ainsi que l'incapacité des enquêtes. Nos informations et nos enquêtes montrent que cette femme avait de longs différends familiaux et des problèmes avec son mari. En conséquence, en raison d'une augmentation de la violence ces derniers jours, elle a été contrainte de quitter la maison et d'aller ailleurs. Nous essayons également de découvrir où elle est partie. Vous pouvez nous contacter ou contacter la police pour fournir des informations. Et elle a été orientée vers les autorités compétentes. Hashmi a également été orienté. Mais Syed Mohsin Hashmi, le mari de Zulala, nie cette affirmation et déclare qu'il n'y avait aucun problème dans leur relation. Syed Mohsin Hashmi, le mari de la chanteuse afghane Zulala Hashmi, a déclaré le 20 juin que sa femme avait disparu 16 jours plus tôt. Il a affirmé que Zulala était sortie de la maison pour faire des courses et n'est jamais revenue. Un certain nombre de militantes des droits des femmes ont qualifié la disparition de Zulala Hashmi à Kaboul d'inquiétante, affirmant que l'absence totale d'informations sur son sort est préoccupante. Zulali Hashmi, qui vivait à Kaboul, a un fils de 4 ans qui, selon son père, souffre de l'absence de sa mère et n'est pas dans un bon état mental. Syed Mohsin Hashmi affirme également qu'il a parfois rencontré des problèmes avec la famille de sa femme. Il dit que leur dossier d'immigration pour l'Allemagne avait récemment été prêté et qu'il devait bientôt quitter l'Afghanistan. Zulali Hashmi est devenue célèbre en Afghanistan lorsqu'elle est apparue dans l'émission de chant Afghan Star, organisée par la chaîne privée Tolo TV. Parmi des dizaines d'hommes et de femmes en compétition dans l'émission, elle a réussi à décrocher la 2e place lors d'une des saisons. La crise de l'eau en Afghanistan est un problème grave et croissant qui affecte la vie de millions de personnes. Cette crise est le résultat d'une combinaison de facteurs climatiques, tels que les sécheresses récurrentes et le changement climatique, ainsi que de facteurs liés à la gestion, notamment la mauvaise gestion des ressources en eau et le manque d'infrastructures. Restez avec nous pour un reportage exclusif sur ce sujet. La crise de l'eau à Kaboul. Dans un monde qui se rapproche de l'horreur à chaque instant, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, est sur le point d'atteindre un seuil inimaginable. Cette ville pourrait devenir la première soi-disant ville moderne au monde à être totalement à court d'eau. Ce n'est pas une histoire de science-fiction ni un film apocalyptique. C'est la réalité de notre Kaboul qui se déroule en ce moment même. Alors que les veines d'eau souterraines se sont asséchées et que les puits ne sont plus que poussière, à Kaboul, les enfants ne se réveillent pas avec des rêves d'avenir, mais pour aller chercher des barils d'eau. La question n'est pas de savoir si Kaboul va s'assécher ou non. La vraie question, c'est que se passera-t-il lorsque 7 millions de personnes n'auront plus rien d'autre que la soif et le silence?
Si le monde veut voir à quoi ressemble un effondrement climatique incontrôlé, il devrait venir à Kaboul. Kaboul, une ville autrefois animée par ses marchés grouillants et son air de montagne, est aujourd'hui en train de se transformer rapidement en cimetière de puits asséchés et d'espoirs disparus, et elle pourrait bientôt entrer dans l'histoire comme la première ville moderne à être totalement privée d'eau. Au cours de la dernière décennie, la source vitale de cette ville, sa nappe phréatique, a baissé de près de 30 mètres, principalement à cause de l'expansion effrénée de la ville d'un côté et d'une crise climatique aggravée par des dizaines de gouvernements impuissants et défaillants de l'autre. Plus de 45% des puits sont déjà à sec et ce chiffre augmente rapidement. Au rythme actuel, Kaboul puise chaque année 44 millions de mètres cubes d'eau de plus que ce que la nature peut reconstituer. Si cela continue, les experts avertissent que les réserves d'eau souterraines de Kaboul pourraient être complètement épuisées d'ici 2030. Ce n'est pas une prédiction à long terme. C'est dans moins de 5 ans pour une ville de 7 millions d'habitants. Et sans aucun doute, quand les puits s'assèchent, la civilisation s'assèche aussi. La bataille quotidienne pour l'eau. À Kaboul, l'eau n'est pas un droit fondamental à la vie, mais est devenu un combat de tous les jours. Les familles dépensent jusqu'à 30% de leurs revenus rien que pour obtenir de l'eau potable et sûre. Et vu la situation du pays, certaines personnes doivent désormais choisir entre boire et manger. Le pire, c'est que même la petite quantité d'eau qui reste n'est souvent pas propre, car jusqu'à 80% des eaux souterraines de Kaboul sont contaminées par les eaux usées, l'arsenic et des niveaux élevés de sel. Cette eau contaminée provoque progressivement et insidieusement de graves maladies et des intoxications chroniques, souvent sans que les personnes ne se rendent compte des effets néfastes sur leur santé avant qu'il ne soit trop tard. Cette situation est un exemple flagrant de profit immoral, exploitant une crise grave à des fins financières. La crise n'a pas échappé à l'attention des profiteurs. Des entreprises privées creusent désormais des puits illégaux et revendent l'eau à des prix exorbitants, poussant la population à bout. Stationner un camion-citerne d'eau, une ressource vitale et de plus en plus précieuse, ce qui coûtait autrefois environ 8 $ américains, un prix déjà considéré comme significatif, atteint désormais près de 15 $ et ce coût ne cesse malheureusement d'augmenter de manière alarmante. Cette hausse constante est principalement due au fait que le désespoir des populations face à la pénurie d'eau est toujours recherché et exploité. La croissance démographique rapide et exponentielle, combinée à un manque criant et persistant d'infrastructures essentielles pour la distribution et le traitement de l'eau, sont des préoccupations majeures et urgentes qui exigent une attention immédiate et des solutions durables pour garantir l'accès à l'eau pour tous. Depuis 2001, la population de Kaboul a été multipliée par 7. Parallèlement, des années de dépendance à l'aide internationale d'un côté et les sanctions internationales ainsi que le gel de l'aide au développement après la prise de pouvoir revendiquée par les talibans de l'autre ont multiplié les difficultés de la vie en Afghanistan. En 2012 et 2015, les Nations unies ont sollicité 64 millions de dollars auprès de la communauté internationale pour 2 ans afin de fournir de l'eau potable et financer ces projets touristiques. Pendant ce temps, des milliards de dollars d'aide internationale ont été retenus depuis l'arrivée au pouvoir des talibans,
en raison des édits misogynes du chef du groupe. L'espoir au milieu du désespoir. Mais il reste encore de l'espoir. Un projet sportif de 170 millions de dollars a été proposé pour amener l'eau de la rivière Panjshir jusqu'à Kaboul. Cependant, ce grand projet n'en est actuellement qu'au stade de la conception et les talibans l'utilisent à des fins de propagande. En réalité, pas une seule brique n'a encore été posée pour ce projet. Selon les experts, l'avenir et la survie de 7 millions de personnes dépendent de ce projet. Kaboul s'effondre, mais ce projet crucial reste enlisé dans de longues discussions et des problèmes financiers. Même les habitants de Kaboul, qui vivent sous la stricte autorité du mollah Ebatullah, n'espèrent plus recevoir d'aide. Ils se contentent de prier et de payer pour avoir de l'eau. Un dernier avertissement. La vérité fait peur. Si nous laissons Kaboul devenir une ville sans eau, il ne fait aucun doute que ce ne sera pas la dernière. Ce n'est que le début, et à mesure que la crise environnementale s'aggrave, la prochaine ville pourrait bien se trouver tout près des maisons du mollah Ebatullah et des autres dirigeants talibans. Nourul Jihad, Télévision mondiale Zara. Ceci conclut notre bulletin d'information du jour. Nous espérons que vous avez été bien informés des événements marquants et des dernières actualités. Merci de nous avoir suivis.